Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Dr Ahmed Bouzid ainsi tous les membres du club des cardiologues de Constantine pour cette belle invitation. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous pour une première fois ici à cette belle ville. Et il m'a demandé de vous parler pour 15 minutes, hein, honnêtement, il m'a dit 15 minutes, je vais essayer de faire plus court, de la gestion de l'atteinte coronaire en péri ta vie, c'est-à-dire avant et après ta vie. Alors, donc, j'ai les slides, mais j'ai pas le retour ici sur mon écran, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, pour commencer, en attendant d'avoir les slides ici, donc certainement pourquoi on parle, parce que la maladie coronaire, on perd ta vie ou avec la sténose aortique, elle est de loin d'être négligeable. C'est-à-dire la prévalence, elle est de 40 à 75%, selon certainement le risque opératoire, le risque des patients, du low risk à risque élevé. Et le syntax score moyen dans les registres, dans les études, c'est 14%. Et vous voyez bien que l'atteinte de l'IVA, elle est de loin d'être négligeable, c'est 50% des patients ont une atteinte de l'IVA, 10% environ entrent en coma. Mais aussi, là on est de plus en plus en attaque des patients jeunes, low risk, et certainement dans le life management de ces patients, il faut aussi revenir peut-être un jour et accéder au coronaire après ta vie pour dilater peut-être une IVA. Et pour cette raison aussi, il faut se demander en mettant une valve de faciliter, d'optimiser l'accès futur chez ces patients-là. Alors, 4 questions majeures dans la gestion de l'atteinte coronaire en pré-TAVI. Donc, 1. Comment on va évaluer l'atteinte coronaire avant le TAVI? Quelles sont les stratégies de réalisation pour qui et quand? Comment on peut optimiser l'accès coronaire futur pendant le TAVI pour le post-TAVI? Et quels sont les défis de PCI, de colonographie après le TAVI? Je ne vais pas parler du risque d'obstruction coronaire avec le basilica, la modification de leaflet et ainsi la protection coronaire qui sera présentée après dans le valve-in-valve. Alors, la première question... il faut savoir aussi pourquoi il faut vraiment vérifier les coronaires, parce que ça change le pronostic. Vous voyez bien dans ce registre américain, 5 ans de suivi, le fait d'avoir une atteinte obstructive coronaire chez les patients qui ont une sténose aortique, ils ont un pronostic plus mauvais que des patients qui ont une sténose aortique isolée sans atteinte coronaire. Et ça va aussi avec la complexité de l'atteinte coronaire selon syntax score. Les patients qui ont un syntax élevé, ils vont mourir malheureusement plus que les autres. Alors la colonographie reste le gold standard par rapport au CT scan pour évaluer l'atteinte coronaire pour plusieurs raisons. La première raison, que la charge calcique est toujours élevée. Là, on parle d'une maladie calcifiée au niveau de la valve aortique, mais aussi les coronaires sont calcifiés sur tous les patients âgés. Et puis aussi, les recommandations actuelles européennes recommandent de faire la colonographie et la décision de revascularisation principalement se base sur la sévérité angiographique à la coro. Et puis aussi, l'avantage de la coro, c'est qu'on peut évaluer par la physiologie coronaire invasive, par FFR, l'IFR en même temps, et on peut même réaliser l'angioplastie en même temps. Alors, quelles sont les stratégies ? Et là, je vous propose quelques cas. Le premier cas, un patient de 75 ans qui vient pour OAP, on découvre un RAC serré avec dysfonction VG à 48%, le SS score elle est à 5%, et on fait la colonographie, donc comme examen pré-TAVI, on trouve une lésion très serrée de l'IVA, une lésion aussi très serrée à 90% de la coronaire droite proximale. On fait le scanner, donc on l'a bien montré tout à l'heure, donc on voit l'anneau, la hauteur coronaire, il est bien, l'anneau il est calcifié, les axes fémoraux sont aussi nickel, pas de tortuosité, c'est confortable au-delà de 6 mm au niveau de la ferté fémorale commune. Donc a priori la voie fémorale elle est permissive. Un autre cas, une femme, 83 ans, aussi qui vient pour une dyspnée d'effort ou moindre effort, avec VG conservé, RAC serré, gradient à 59, surface à 0,6, le SS score elle est à 6,8%. Là on fait la coro, on trouve qu'il y a la lésion de 70% de l'IVA distal. La droite, il est aussi infiltré, mais rien de significatif en dehors de l'IVA distal. Le scanner, il montre un petit anneau, hein, comme tout à l'heure on a bien parlé avec Dr Lasna, c'est que les femmes, on a pratiquement 80% des femmes, ils ont des anneaux moins de 420 mm² de surface. Là, on est à 340, avec même des hauteurs coronaires qui sont limite à 9 pour la droite et à 11 mm pour le tronc commun gauche. Alors, la question ici qui se pose, il y a 4 questions qui se posent devant ces patients-là qui ont une atteinte coronaire. Faut-il les traiter? Faut-il traiter les lésions coronaires? Faut-il faire une revascularisation? Ils viennent pour dyspnée, ils ne viennent pas pour longueur. Et puis, si on trouve des lésions coronaires très complexes, est-ce qu'il faut revisiter l'indication initiale de TAVI et plutôt l'intéresser vers une chirurgie de pontage avec remplacement valvulaire aortique chirurgical? Après l'angioplastie, est-ce qu'on se guide à l'angio seul ou on peut aussi faire la FFR, c'est-à-dire la FFR ou l'angio guidé? Et puis après le timing, est-ce qu'on peut faire avant, pendant ou après le TAVI? Alors si on voit ce registre américain de 5 ans de suivi, 340 patients avec une atteinte coronaire, regardez déjà les Américains, là c'est un registre observationnel, c'est pas randomisé, pratiquement 2 tiers des patients avec des lésions significatives n'étaient pas traités. Ils ont traité que
un tiers des patients avec angioplastie, le reste, c'est traitement médical et ta vie après. Et si on voit les résultats, on trouve qu'il n'y avait pas de différence en termes de pronostic à 5 ans entre les patients qu'on a stentés par rapport aux patients qu'on n'a pas stentés et qu'on a traités médicalement. Et même chez les patients qu'on a stentés, le fait d'avoir un syntax score résiduel élevé, ça ne change pas le pronostic. C'est-à-dire même on peut revasculariser d'une façon non complète, revasculariser que les lésions très complexes, très serrées. Par contre, on peut laisser le reste. Et les Américains, ils sont statués dans les recommandations actuelles, parce qu'on n'a pas encore les recommandations nouvelles de 2020. On voit bien que ce qu'ils disent, les Américains, ils disent on fait la choro ou le CT scan selon le risque, la probabilité de risque d'avoir une atteinte coronaire. Si c'est un left main, si c'est une IVA proximale, là il faut stenter. Par contre, si ce sont des lésions distales, on peut se poser les questions pour traiter médicalement si le patient ne fait pas de longueur d'effort. Par contre, devant des lésions très complexes, avec syntax score au-delà de 33, là il faut revisiter l'indication. Si le risque opératoire est acceptable, plutôt adresser le patient vers le chirurgien. Alors, on a attendu jusqu'à 2024. Là, vous voyez bien la fin de l'année dernière, une étude randomisée pour répondre à cette question d'angioplastie, oui ou non. Et là, c'est l'étude Notion 3 nordique. Là, vous voyez bien, ils ont éliminé toutes les lésions de tronc commun. Là, c'est clair, tronc commun, il faut stenter. Donc, ils ont pris toutes les lésions non tronc commun, au-delà de 2,5 mm de diamètre. Et vous voyez bien, dans cette étude, les patients qu'ils ont dilatés, ils sont référés dans moitié des cas à l'angio, quand la sténose dépasse 90%. Par contre, si la sténose elle est entre 60 et 90%, ils ont fait la FFR pour dire que la lésion elle est significative ou non. Et regardez les résultats, pour une première fois, ils ont montré que le fait de revasculariser des lésions très serrées ou des lésions significativement sévères à la FFR, ça réduit ça améliore la survie et ça réduit les MACE dans un suivi moyen de 2 ans. Et les MACE a été réduit, ça a été dû à une réduction significative de la revascularisation urgente et des infarctus du myocarde, comme vous voyez bien. Donc là, la conclusion de cette étude, c'est qu'il faut revasculariser en pré-ta-vie les patients avec des lésions significatives, mais à condition que ce sont des lésions sur des artères qui dépassent 2,5 mm et qui sont très sévères, soit au-delà de 90%, soit avec un FFR inférieur à 0,8. Et regardez dans ces groupes-là, on voit bien que même ce sont les patients qui avaient des sténoses qui dépassent les 90%, c'est eux qui vont tirer plus de bénéfices de la revascularisation par rapport aux patients avec un FFR inférieur à 0,8. Et c'est une étude très récente actuellement pour dire est-ce que vraiment il faut se baser à la FFR pour guider la PCI par rapport à l'angio seul. Et l'étude FETAVI, là, présentée dernièrement dans l'EuropeCR cette année, pas encore publiée pour les résultats. Et regardez, c'est une étude qui a pris les patients avec des lésions intermédiaires, là, c'est compte à 90%, en pré-ta-vie, et ils ont randomisé en 2 bras, un bras où on va vasculariser selon l'angio, par rapport à un bras où on va vasculariser selon la FFR. Et regardez ici, donc on voit bien que, et là on revient toujours dans les études d'FFR et de physiologie coronaire en général, on dilate moins que si on se base à l'angio seul. On a tendance à mettre moins de stents si on se base à la physiologie coronaire, et pareil, ce qu'on a trouvé dans FETAVI. Et ce qui nous intéresse, c'est l'endpoint primaire. L'endpoint primaire, c'est un critère composite décès, toute cause, AVC, hémorragie, infarctus du myocarde. Et regardez bien, ils ont montré que le fait de dilater en se basant à l'FFR, ça améliore le pronostic, ça réduit les MACE par rapport à l'angio guidé seul. Et ceci, c'est une réduction de décès, toute cause, essentiellement à 2 ans. La question actuellement, quel est le timing idéal pour mettre le stent? C'est avant, pendant ou après. Certainement, il y a un avantage lorsqu'on va faire avant, parce que l'accès est facile, on n'a pas de prothèse qui nous gêne pour cathétériser les ostias coronaires. Et puis, on va réduire aussi la tolérance, on va améliorer la tolérance hémodynamique du TAVI, le fait de revasculariser avant, une lésion très serrée, par exemple l'IVA proximale. L'avantage, l'inconvénient, c'est qu'on peut aussi, avec une sténose très serrée de l'aorte, de la valve aortique, on peut aggraver la tolérance hémodynamique de l'angioplastie elle-même, si c'est une angioplastie complexe avec du rotablateur, etc. Et l'avantage de le faire après TAVI, c'est que on peut améliorer la tolérance hémodynamique par rapport à cette sténose aortique, mais il y a plus de challenge avec l'accès coronaire. Là, on va en parler. Et puis, on peut le faire d'une façon combinée, comme Dr Bouzid, il va le faire là aujourd'hui. Il a fait l'IVA. Là, pour réduire le coût, c'est la même au split, c'est-à-dire la même entrée en salle de cathé, même accès coronaire. Mais le problème, c'est qu'on va utiliser plus de contraste. Pour des patients avec une fonction à la limite, il faut se poser des questions. Alors, qui fait mieux? Là, on n'a pas d'études randomisées, mais on a ce registre non randomisé, 1600 patients. Vous voyez bien, il y a une tendance que les patients
chez qui on a dilaté après le TAVI ont un meilleur pronostic par rapport aux patients qu'on a fait avant le TAVI en termes de réduction de MACE. Néanmoins, donc il faut le voir toujours avec beaucoup de réserve parce que certainement il y a un biais de sélection chez ces patients-là. On a tendance à laisser les patients moins complexes à la fin et de commencer par dilater les patients les plus complexes. Pour cette raison, on a plus de MACE à la fin. Alors je reviens à mes deux cas. Le premier cas sont des lésions très serrées de l'IVA et de la coronaire droite, dépassent les 90% dans les deux, donc j'ai stinté les deux avec bons résultats. Et je passe au scanner, c'est un anneau confortable à 500, donc c'est une Sapien 26, implantation en FreeCast coplanaire, donc stent valve avec un bon résultat final. Fonction VG, il a récupéré de 45 à 60%, à 62% même après un mois de suivi avec un ECG confortable. Le deuxième cas, c'est une IVA distale qui fait 70-80%, donc là, on a décidé de traiter médicalement. Le reste, c'est que c'est une patiente chez qui on peut revenir, et donc on passe à la troisième question, c'est que comment on va optimiser l'accès coronaire futur. Et là, ça entre dans le life management des patients potentiellement coronariens, surtout s'ils sont jeunes, et on se pose la question, peut-être on va revenir pour dilater, pour faire une coro, pour dilater une artère coronaire. Et pourquoi on se demande? Parce qu'on voit bien dans ce beau papier sur Intervention en 2023, qui a pris toutes les études publiées, et regardez, c'est que l'accès coronaire, il n'est jamais été facile après TAVI à cause du stent de la valve, avec parfois les cellules qui sont petites, avec le malignement commissural, parfois avec les valves auto-expandables supraannulaires. Il voit bien surtout avec les self-expandables, c'est que le succès de cannulation sélective, il est de 20 à 80%. Donc il y a des séries, même on a échoué d'intuber de façon sélective dans 80% des cas, et c'est essentiellement la coronaire droite qui est difficile à intuber de façon sélective par rapport au tronc commun qu'on voit dans cette étude 2019. Et quels sont les facteurs impactant l'accès coronaire? Il y a des facteurs anatomiques, c'est la jonction sinotubulaire, la dimension. Quand vous avez une jonction sinotubulaire qui est petite, là, la sonde, elle peut passer de façon très difficile. Et puis après, la hauteur du sinus aussi, la largeur du sinus de Valsalva, et puis après aussi la hauteur coronaire. Quand vous avez des coronaires qui sont un peu basses, l'accès est plus difficile après TAVI. Et puis après, il y a aussi là, on ne peut pas modifier, alors, si vous voulez, ces critères anatomiques. Par contre, on peut modifier, ce qu'il peut faire le cardiologue, c'est qu'il va améliorer la procédure tout en modifiant ces critères liés à la procédure et device. C'est l'alignement commissural. Il ne faut pas avoir la commissure de la valve prothétique en face du tronc commun. Il faut que ça soit aligné à la commissure native. Il ne faut pas que l'implantation soit très, très haute, parce que vous voyez bien, la hauteur du skirt, c'est la jupette, la membrane externe. La longueur, elle change d'une prothèse à une autre, mais il ne faut pas avoir toute la jupette qui est en haut dans la racine aortique. Il faut avoir une partie qui est dans la LVOT, donc il faut avoir une profondeur de 3-4 mm. Et les implantations hautes, ils vont tout remonter. Vous voyez bien ici dans cette incidence, sur cette slide, si on va remonter la valve, on va mettre la jupette en face du tronc commun ou en face de la coronaire droite. Donc il faut bien connaître les valves qu'on va implanter. Et cette Sapien-là, par exemple, la verte, c'est intubation sélective, la jaune, c'est intubation non sélective, parce que vous voyez bien, la Sapien, elle est un peu remontée. Et vous voyez bien, donc, selon la hauteur d'implantation, là, les points rouges, c'est le tronc commun, le sillon de tronc commun ou le sillon de la coronaire droite. Si on va faire une implantation basse, le A, là, on va faire baisser la Sapien et on a une chance que le tronc commun soit face à la grosse cellule de la Sapien. Par contre, si on va faire haute, elle va être en face de la jupette de la Sapien. Alors, la patiente 2, donc, on a choisi de mettre une Sapien vu ce problème d'accès coronaire futur, et aussi vu que la coronaire droite elle est à 9 mm et le tronc commun il est à 11 mm. Mais ce qu'il faut voir aussi dans l'occlusion coronaire, tout à l'heure on en parlait, le risque d'occlusion coronaire, il dépend essentiellement du leaflet contralatéral. Il faut mesurer en fait la longueur du leaflet, de la cusp, par exemple ici le tronc commun, de la coronaire gauche versus la hauteur du tronc commun. Si la leaflet et la cospe est supérieure à la hauteur du tronc commun, là il y a un risque opératoire. On peut faire un test d'occlusion par un ballon et injecter en même temps pour voir s'il y a une occlusion du tronc commun, et là on va faire un cheminée. Et donc cette patiente, on va mettre une 23, et il faut voir que la 23, la hauteur de la jupette elle est à 9 mm, donc elle est moins de 11 mm. On va faire une implantation de 3 mm, 2-3 mm de profondeur, et donc on va être large pour un accès coronaire futur. Et ceci, ce qu'on a fait, donc implantation de la valve, avec un résultat qui reste acceptable avec une perméabilité du tronc commun.
un suivi qui est acceptable. Alors pour les prothèses expondables, c'est un peu plus, parce que bien les prothèses expondables, c'est supraannulaire essentiellement avec la core valve, la self-expandable avec supraannulaire. Et ce problème, c'est que, pourquoi on dit supraannulaire? Parce qu'il y a deux dimensions à connaître. Il y a la hauteur de la jupette au niveau, là c'est celui à droite, au niveau de l'ouverture de la cospe prothétique, là la hauteur elle est 13 mm, mais si on va mesurer la hauteur de la jupette au niveau du post-commissural, c'est-à-dire la commissure prothétique, elle monte à 26 mm. Et donc il faut faire du sorte que avoir un alignement, je ne sais pas si j'ai un pointeur, je pense que je n'ai pas le pointeur, il faut que le tronc commun naît de la cospe prothétique, il ne faut pas qu'il naît en face de la commissure prothétique. Et là, ceci, c'est ce qu'on appelle l'alignement commissural, que vous voyez bien dans cette slide. Et si on a un bon alignement commissural, là, le franchissement de la prothèse pour aller vers le tronc commun pour la coronaire droite, il est facilité. Et pour implanter notre valve avec un alignement commissural correct, il faut s'aider par des incidences coplanaires dites cosp overlap. Vous voyez bien, la cosp overlap, c'est caudal ou AD. Et cette cosp overlap, elle a l'intérêt pour nous guider dans l'implantation. Tout à l'heure, on va en parler un petit peu avec Ahmed, déjà dans sa présentation et son cas clinique. Donc, l'alignement commissural normal, c'est à 3 heures. Il faut mettre le flash port à 3 heures. Il peut après monter dans la valve, core valve, il y a ce qu'on appelle le HAT. Le HAT marker qui est en bas, c'est celui qui est en bas que vous voyez bien en bas en noir. Ce HAT marker, il faut qu'il soit en cas overlap face à nous, c'est-à-dire front, et même un petit peu en extérieur. C'est outer curve et en face à nous. Quand c'est en face à nous, outer curve, l'alignement fait que quand la valve s'ouvre, la commissure C qui est en haut va être en face de la commissure native entre la cospe gauche et la cospe droite. Et comme ça, on va avoir un alignement commissural qui est exact. Et ça a été bien démontré dans les études. Le fait d'avoir un hat marker, le groupe en vert, soit le hat marker qui est au centre ou plutôt en outer curve, à l'extérieur, regardez bien, on a un bon alignement commissural par rapport aux gens où on a implanté où le hat marker est en interne ou en postérieur, en arrière. Et là, on est presque 60%, 50% des patients chez qui on a un alignement commissural et on a un overlap entre le tronc commun et la commissure prothétique. Donc, pour montrer ça, c'est un troisième cas que je partage avec vous, une femme de 80 ans qu'on a fait récemment, et c'est score à 4%, rack serré, donc pas plus. On fait la choro sur une patiente qui présente une sténocérie de la coronaire droite. On tourne autour. On avait une discussion au staff, est-ce qu'il faut dilater cette coronaire droite, oui ou non? Le tronc commun, la circonflexe, elle est normale. Et on a fini par la dilater, on s'est dit que c'est une lésion proximale de 90%. Donc la patiente a eu une angioplastie avant l'euthanasie avec un stent actif de 3,24, post-dilatation, un résultat qui est acceptable, néanmoins il y a une sténose résiduelle à l'ostium du tronc commun l'ostium de la coronaire droite qu'on a respecté. Alors le scanner montre que la racine aortique est calcifiée, le sinus valsalva il est à 29 mm de largeur, il y a une calcification aussi de l'anneau qu'on voit ici en bas, dans l'anneau aortique, les axes fémoraux sont permissifs, et puis la surface elle est à 430, donc c'est un anneau classique. Donc, pour cette patiente, on a choisi les volutes, donc ça sera 29 selon les données du scanner, et effectivement, on l'a fait en cosp overlap. Et vous voyez bien, donc, on fait l'angio en cosp overlap, c'est OAD caudal, et on voit bien l'overlapping du cosp coronaire gauche en rouge par rapport au cosp droit en vert. L'anneau coronaire est postérieur, et on place toujours la pictelle dans le fond de l'anneau coronaire. On prédilate par un ballon de vin, et puis, là, c'est la chose qu'il faut vérifier. Voilà. Donc, en cosp overlap, il faut vérifier est-ce que le hat marker il est au centre ou plutôt en externe. Donc, c'était bien en externe au hat. Donc, on a un bon alignement commissural. Là, on implante en cosp overlap, puis après, on change avant le largage final en OAG pour vérifier la profondeur d'implantation dans la cosp gauche. Toujours, il faut finir par une OAG pour vérifier la cosp gauche. Si on est bien, donc on pace rapidement et puis on largue de façon finale. Et là, le largage final, 0,8 avec un bon résultat. Et on vérifie bien en cosp overlap si le C paddles ou montré C, il est vraiment en face de la commissure entre la cosp gauche et la cosp droite.
Actuellement, on a l'AFX+, hein, certainement vous le connaissez. L'AFX+, il y a les points qui vont nous faciliter en bas l'alignement commissural, mais aussi il y a les gros diamants, hein, larges, pour un accès coronaire futur plus facile, qu'on voyait bien. Donc les défis d'angioplastie post-AVI, la dernière question et j'aurai fini. Et je reviens à la même patiente. C'est notre même patiente, le troisième cas qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Cette patiente, après le TAVI, elle revient 8 mois après, 8 mois, pour un ST+, non persistant en inférieur, avec des troponines élevées. Alors, donc, on passe d'emblée en salle de cathé, c'était l'après-midi, c'était un après-midi à 16 h qu'on prend, et c'est pas l'opérateur, et malgré l'alignement commissural qu'on a fait il y a 8 mois, on a eu une difficulté pour intuber de façon sélective la coronaire droite. Parce que il y a certainement l'émail de l'évolute qui sont en face, mais aussi parce qu'on a une sténose critique de l'ostium de la coronaire droite. Donc là, c'était avec une 6F. Donc je passe en 4F, donc je change en 4F, parce que lorsqu'on va réduire le diamètre, on va améliorer le franchissement des cellules de l'évolute. Et ici, donc, j'ai pu avoir une intubation sélective, donc j'ai montré bien une resténose très critique, hein, subtotale de la coronaire droite qu'on a stenté il y a 1 an à peu près. Et ici, donc, puisque je n'ai pas pu être sélective avec une 6F, j'essaie de passer un guide coronaire à l'intérieur et j'essaie de faire un échange sur un guide coronaire. Mais malgré ça, donc, dès que j'arrive à l'armature, on va dire, de l'évolute, je m'extube et tout le guide coronaire, il va sortir. Donc, à ce nouveau, après 30 minutes d'essai, donc je reprends un guide 0,35. Ce qu'il faut faire, malheureusement, je n'ai pas l'image, il faut essayer de passer le guide 0,35 d'une façon, il faut le forcer, il faut le faire enrouler. Il faut le mettre dans le sinus natif de la patiente, c'est-à-dire le sinus coronaire droit. Et puis après, sur ce guide 0,35, on va essayer de pousser la JR 3,5 6F. À la fin, j'ai pu avoir une intubation sélective. Je passe 2 guides pour améliorer le support, parce qu'initialement, quand je prends un ballon, je m'extube. Donc j'ai fait 2 guides, un guide principal, un bodywire guide. Et avec ce guide-là, donc j'ai pu passer un guide 1.5, un ballon 1.5, puis après un ballon de 3, puis après un ballon 3,5, et on a fini par un ballon actif 3,5 15, avec un bon résultat final à la fin. Alors ceci pour vous dire que malgré l'alignement commissural, l'accès coronaire, la canalisation de l'artère essentiellement droite, reste un cas challenging. Il y a des papiers dans la littérature ils nous proposent des algorithmes. Et par exemple, cet algorithme présenté en 2018 dans le JACC, c'est qu'il faut dire qu'il faut savoir est-ce qu'on a un alignement commissural, oui ou non. Dans le cas où on n'a pas d'alignement commissural, pratiquement ce sont les mêmes. Hein. Il faut toujours prendre une JL 3 ou 3,5. Il ne faut pas prendre une JL 4 pour la droite. Il ne faut pas prendre une EBU aussi pour le tronc commun. Il vaut mieux prendre une JL 3 ou 3,5 pour la gauche. Et puis, si on n'arrive pas, on peut s'aider par les guides coronaires, on peut s'aider par les ballons supports, mais aussi on peut s'aider par les extensions de cathéter. Et regardez ce cas avec qui on n'a pas pu franchir la maille, ou plutôt la cellule de l'évolute en face du tronc commun. On a passé un guide coronaire, puis après sur lequel on a passé un ballon et puis un extension de cathéter pour avoir une intubation sélective du tronc commun et puis après dilater l'IVA. Alors des tips and tricks pour l'accès coronaire. Préférer l'accès coronaire gauche, radial gauche ou transfémoral. Commencer par des cathéters de petit calibre, 5F, 4F, puis après changer vers le 6F s'il faut. Donc utiliser des guides intracoronaires, coronaires pour améliorer le support et pour faire un échange aussi de cathéters. Si on a les extensions de cathéters, les guides Zella, les guideliners, on peut les utiliser pour avoir une canalisation plus sélective. Et aussi dans le retrait, il faut aussi avoir dans l'esprit, il faut passer un guide, parce que parfois on a des kinking de cathéters dans le sinus natif à l'extérieur de l'armature, et comme ça on aura un problème de l'enlever. Donc il faut passer un guide initialement et retirer le cathéter sur un guide 0,35. J'arrive à mes conclusions et je m'excuse si j'étais un peu long. Alors, sténose aortique et atteinte coronaire, c'est, on va dire, une maladie qui s'associe fréquemment, qui impacte le pronostic. Vous voyez bien, le pronostic est bien impacté. Pour cette raison, il faut vérifier par la coronographie, il faut traiter s'il faut. La coro invasive reste le gold standard. Et puis après, la physiologie coronaire avec FETAVI devient valable
pour évaluer les lésions coronaires en avant le TAVI, chez les patients avec sténose aortique serrée. L'angioplastie des lésions sévères, notamment le tronc commun, notamment les segments proximaux au-delà de 90%, avec FFR inférieur à 0,8 est recommandé. Moi, je préfère avant le TAVI parce que vraiment le post-TAVI, c'est un challenging. Et puis, l'alignement commensural optimal, une implantation peu profonde, 3-4 mm, surtout des valves auto-expandables supranulaires, est recommandé, est essentiel pour améliorer l'accès futur des coronaires. Et je vous remercie de votre attention.